et si j'ai bien compris, dans cette salle, mais aussi dans l'autre salle, ou salles multiples, je ne sais pas. Donc je suis très heureux que vous êtes tous ici, avec des origines probablement très différentes. Donc je suis très curieux en fait de voir après toutes vos CV, pour aussi comprendre un peu le travail que vous avez à faire dans votre tête, parce que dans une journée, vous avez un programme qui normalement dure 4 ans pour des étudiants. Mais donc, je pense que vous pourriez être fiers de vous. Bon courage à cette mission pour vous-même. Comme l'organisateur a dit, et je suis très heureux, très contente et c'est très apprécié d'être avec vous, d'être invité. C'est un plaisir de parler de produits frais ou transformés et différentiels de qualité, oui ou non. Et je suis un physicien de base et je suis grandi avec Heisenberg, les incertitudes, et je ne pourrais pas répondre à cette question. Donc je ne vais pas dire c'est vrai ou faux, et donc pour vous, si j'ai déjà des incertitudes sur le sujet que j'ai étudié, pour vous c'est encore plus grave. Mais j'espère que vous êtes capable de vivre avec. La deuxième question que je me posais, est-ce que je pourrais faire cette expo en anglais? Parce que en français c'est toujours un peu compliqué. Quand je suis venu en 2010, j'ai connu un mot, ça a été croissant, mais ça a été suffisant pour passer le concours dans le domaine agroalimentaire, donc ça m'a aidé. Mais le français, j'espère que je vais pas, avec mon accent du Nord, que je ne vais pas vous embêter trop. Mais avec cet enregistrement, je préfère de continuer en néerlandais, parce que si je fais une erreur, c'est pas donc merci pour cette acceptation. Bon, je vais parler de pistes de transformation. En fait, le Royal Society a déjà fait un très grand travail dans ce domaine. De quels procédés de transformation on parle et avec quel impact? Et on voit de procédés ou de technologies qu'on connaît déjà depuis longtemps. En fait, le génie de procédés a commencé dans le domaine agroalimentaire. Vous êtes tous aussi des experts du génie de procédés, donc ça m'aide un peu. Si vous cuisinez, si c'est quelqu'un d'autre à votre maison, c'est un peu plus difficile. Mais si vous êtes cuisinier, vous êtes aussi un expert dans ce domaine. Vous connaissez le nombre de ces technologies et plutôt centré sur température, mais aussi fermentation, on connaît depuis longtemps. Il y a d'autres qui sont venus dans le marché depuis de 20 années, 30 années passées, qu'on connaît aussi de plus en plus autour des micro-ondes qu'on a presque tous à la maison. On connaît des systèmes d'emballage intelligents, actifs, il y a beaucoup de développement qui continue dans ce domaine. Et il y a un groupe de technologies qu'on appelle émergentes. Et quel type de technologies sont ça? Et je vais me centrer sur quelques technologies dans cette liste. Et plutôt sur une, pour montrer en fait une grande différence entre des choses qui sont dites autour ultra-processing, ultra-procédé, ultra-transformation, et une technologie qui semble être extrêmement ultra, mais qui est à la fin double. Donc, je vais vous montrer ça. Avant ça, je me posais aussi la question, le taux de transformation. Si on prend une pomme, on peut le laver avec des produits dedans ou pas, on peut le stocker sous des conditions spécifiques, 3% oxygène ou de température très bas, on peut les emballer s'ils sont aussi coupés en petites pièces, on peut les presser, on peut les mettre dans une tarte, vous pourriez faire ça 10 fois mieux que le hollandais, je dois dire, mais toujours le pomme, on reconnaît le pomme où on pulvérise le pomme et on peut avoir des barres. C'est tous les produits qui sont en fait basés sur le pomme qu'on peut manger. Mais il y a un autre pomme qui est relativement frais, qui est à gauche, en top, mais avec les collègues de Toxalim, je ne pense pas qu'on va le manger. Donc déjà on parle de type de transformation différents. Après on parle de types de transformation, mais qui sont plutôt, et le mot a été utilisé par Pierre au début aussi, il m'a aussi dit,
Est-ce que c'est reformulé ou est-ce que c'est transformé? C'est une grande différence entre les deux. Ça, c'est un peu le Lego. On peut construire un produit basé sur des ingrédients, on peut les mettre ensemble, etc. Si tous ces produits, tous ces ingrédients sont faits dans une bonne manière, ils sont aussi dans la liste acceptée, etc., on peut arriver à des produits qui sont très bien et aussi très acceptés, aussi bien pour la santé, etc. Mais c'est la manière qu'on fait ça. On va être aussi très prudent si on utilise par exemple les étapes de nanotechnologie, on peut arriver à quelque chose comme à gauche. En fait, si on parle de produits ultra transformés, c'est plus complexe que de dire un produit est ultra transformé, donc pas bien pour notre santé. Non, c'est le type de transformation, le type des étapes qu'on voit. Donc, on a se posé cette question en 2006 avec un nombre de chercheurs, enseignants-chercheurs en Europe, et on a construit un projet qui a appelé NovoQ, et on a dit, si on a toutes ces étapes de transformation, dans quelle manière on peut rester si proche de sa qualité d'origine, donc la qualité de ressources à la base, mais ça vient d'être un produit transformé. On a posé cette question comme à la base, et bien sûr, prenant en compte la sécurité et la valeur nutritionnelle. Si on va perdre ça, dans ce cas, on a possiblement quelque chose à la fin, et aussi sans goût, on ne va pas vendre. Donc, on a dit on va faire des procédés avec un impact minimal et qui sont aussi très ciblés. Le projet qui s'appelle NovoQ, qui a été pendant 5 ans, j'ai eu le plaisir de coordonner ce projet, et on se centrait sur haute pression, champ électrique posé et plasma froide dans ce cas, à la fin du projet, et quelques technologies un peu plus matures, comme les micro-ondes, mais dans ce cas appliquées dans une manière continue. Et on a tout le temps suivi l'impact de ce procédé sur la qualité finale de produit. Et on a essayé d'avoir une durée de vie bien acceptable, longue, mais aussi une qualité qui reste vraiment élevée. Donc à la base, en fait, on parle dans une manière très simplifiée, de schéma comme ça. Longtemps, on a utilisé la température pour préserver un produit, pour la pasteurisation, pour la stérilisation. Et les conséquences de température, très simplifiées, j'ai dit, est que la qualité baisse. La qualité en termes de vitamines, des arômes, de saveurs, de textures, etc. Mais la sécurité microbienne augmente. Mais la nature a fait plus que ça. Ils n'ont pas donné la température sec, ils ont aussi donné haute pression, ils en fait nous donné des champs électriques posés qui existent. On a des plasmas. Qu'est-ce que c'est un plasma? C'est une bonne question. Et on a d'autres. Donc, est-ce qu'on ne peut pas utiliser une de ces technologies? Et ils sont dit tous comme c'est des conditions extrêmes. Non, une où je peux montrer que c'est vraiment extrême, c'est à haute pression. Pour ceux qui ont une cocotte minute dans la cuisine, vous pensez que haute pression c'est 2 ou 3 bars. Si c'est un peu plus, les fenêtres dans votre maison pourraient sortir. Donc, ce n'est pas une technologie qu'on peut juste utiliser, on doit être très sûr qu'est-ce qu'on applique, quel type de pression et dans quelle manière ça reste sûr. Mais qu'est-ce que c'est la plus haute pression sur notre planète? Je pense que vous connaissez au moins le romantici entre vous. Et je pense que c'est pour toutes les générations toujours pareil. Le Titanic, ceux qui ont vu le vidéo, c'est que en fait le 2, ou plutôt c'est Leonardo qui a subi des conditions de 40 mégapascales, c'est 400 bars. C'est pas rien. Sur la profondeur, Kate Winslet a un peu plus de chance, donc elle est sortie, mais en fait, on ne peut pas survivre cette pression. Mais est-ce que c'est suffisant aussi pour préserver un produit? Non, dans ce cas, on doit aller à des pressions qui sont encore 10 fois plus ou 20 fois plus élevées. Et donc, on a aussi besoin des équipements de tonneaux qui peuvent résister ça, et avec des matériaux de composite qu'on peut faire ça. Et pourquoi? On a fait des tests longtemps. En dessus de 100 mégapascales, on est capable de perméabiliser des membranes cellulaires.
en dessous de 400 mégapascales, on est capable d'inactiver des micro-organismes, les cellules, et aussi des enzymes. Donc on parle ici de régime de pasteurisation. Et en dessous de 700 mégapascales, on est aussi capable d'inactiver des spores, mais seulement si on augmente au même moment la température. Et dans ce cas, ce n'est pas grave, et je vais vous montrer pourquoi. Pour la pasteurisation, il y a des systèmes sur le marché. Pour la stérilisation, pas encore. Donc c'est vraiment mature. Est-ce que vous avez mangé des produits qui sont traités avec haute pression? Est-ce que vous pourriez lever votre main si vous avez mangé des... Est-ce que vous êtes au point? Ouais, il y en a une dans la salle. Vous ne savez pas. Donc possiblement vous n'avez pas tous vu aussi des choses qui sont écrites. Ce n'est pas toujours écrit, mais dans quelques cas c'est écrit. L'exemple qui est le plus parlant est le guacamole. J'ai vécu et travaillé au Mexique. En fait, le guacamole, on pourrait faire à la maison et on sait, après 1 heure, 1-2 heures, ça vient d'être marron, noir, etc. On doit le jeter. Les réactions oxydatives. Et dans ce cas, avec haute pression, on peut inactiver, on peut bloquer ces enzymes et on peut avoir une durée de vie de 30 jours. Donc ça reste un produit qui est très fraîche, qui est très proche de qualité d'avocat et qui est avec une durée de vie vraiment substantielle. Donc c'est beaucoup vendu en Mexique, dans les États-Unis. Un autre exemple sont les huîtres. On a déjà parlé un peu des huîtres. Vous les mangez ou pas pour des raisons différentes. En fait, la durée de vie avec haute pression, on peut augmenter jusqu'à 4 semaines. C'est aussi bien pour le procédé étayage, etc. Et les experts ont dit qu'il n'y a pas une perte de qualité. Non, ça, je ne pourrais pas juger comme Hollandais, mais je pense qu'ils ont raison. Autres exemples, c'est dans le domaine de viande et de poisson, des sandwichs. Aussi, on peut les traiter et tous donner une durée de vie relativement substantielle. Et déjà, avec les sandwichs exceptionnels, si on est dans une station de pétrole, on peut acheter des choses qui normalement on doit jeter après 2 ou 3 jours. Mais si on fait un traitement comme ça, et c'est des produits qui sont sur le marché en Espagne, on peut avoir une durée de vie qui est plus longue et donc on peut éviter à la fin aussi des pertes, des gaspillages si on utilise notre connaissance. Après aussi d'autres produits comme le produit de fruits et légumes prêts à consommer, et c'est un marché qui se développe très vite. Et le plus grand marché aujourd'hui est dans le domaine des jus d'orange. C'est des produits qui sont aussi très proches des caractéristiques d'orange elles-mêmes et qui sont tous traités avec une durée de vie de jusqu'à 2 mois. Et bien sûr, les coûts sont un peu plus élevés parce que les technologies n'existent pas encore si long, mais c'est aussi relatif, si on va le primaire. Non, ça c'est trop scientifique, donc je vais prendre 30 minutes, mais malheureusement le cher ne m'accepte pas de 30 minutes pour expliquer le diapo ici. Donc je vais faire ça dans 30 secondes. En fait, qu'est-ce que c'est un produit qui est traité avec haute pression? C'est dans un tonneau où on va augmenter très vite la pression. Et ça va si vite, ça va dans des secondes. Aussi, on peut aller jusqu'à 12 000 bars. 12 000 bars, c'est relativement élevé, mais dans moins de 1 minute. Et on utilise en fait 2 aspects. Une, on va préchauffer un peu si on voudrait inactiver le micro-organisme. On va prélever un peu de température et après on utilise la pression pour changer adiabatiquement la température dans le sample, mais pendant une période extrêmement courte. Donc, à la fin, on a dit, mais si la durée d'un traitement est vraiment moindre, si on voit ici l'intégrale en dessous de cette courbe ou ici, on a une durée qui est plus courte qu'avec une transformation traditionnelle. Dans ce cas, on va augmenter la qualité, mais est-ce que c'est la seule raison, la durée de traitement, ou est-ce qu'il y a d'autres? Donc on a continué la recherche dans ce domaine parce que à la fin, le Holy Grail, pour nous, a été aussi une inactivation de spores.
Et on a été arrivé là-bas. Ça, je vais laisser pour un moment parce qu'en fait, une des choses qui joue extrêmement est la question de dans quelle manière on peut traiter un produit dans une manière continue ou dans un batch. Et il y a des exemples qui montrent qu'aujourd'hui c'est aussi possible continu. Mais je reviens sur le point de produit frais. Si je prends les haricots verts à gauche et on a un produit frais ou un produit traité avec haute pression à droite, dans ce cas, on perd un peu dans la fermeté, dans la texture, mais pas trop. Avec l'hexagone, le composant, ça reste presque pareil. Et toutes les autres technologies aujourd'hui, en fait, réduisent substantiellement. Donc, on pourrait gagner en termes de qualité nutritionnelle. Et il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant du point de vue scientifique, cette relation entre température et pression. Parce qu'apparemment, il y a des zones où on est capable ou très spécifiquement, inactiver ou activer des enzymes. Est-ce qu'on pourrait jouer avec ça? Avec le brocoli, on sait si on prépare le brocoli à la maison, on laisse 20 minutes dans l'eau bouillante, il n'y a presque pas de nutriments, de composants qui sont bien pour notre santé, qui sont restés, qui sont presque toutes réduits. Mais là, on est capable de les maintenir à presque 90%. Donc ça c'est déjà un avantage, mais il y a un autre avantage, et là je prends le carotte que je connais bien de Pays-Bas. En fait, si on voit au niveau macroscopique les textures de cette carotte, si on utilise une température élevée et on n'augmente pas la pression, en fait, la qualité d'une carotte, ça diminue très vite. Ça vient d'être, ça ne reste pas le produit solide qu'on connaît à la base. Mais si on augmente au même moment aussi la pression, on peut stériliser le produit, mais maintenir aussi les textures au même niveau qu'au début. Et on voudrait comprendre ça. Est-ce qu'on peut comprendre ça au niveau mésoscopique avec les adhésions entre les cellules? Et est-ce qu'on pourrait aussi au niveau moléculaire comprendre ça? Et on a été vraiment dans la partie la plus profonde et on a vu, oui, on peut utiliser ces types de technologies pour inhiber ou activer. Donc, ici, avec haute pression, haute température, on a gagné une technologie avec laquelle, qui semble être très ultra, mais qui est bien utilisable pour très spécifiquement maintenir une texture, un élément de qualité, de maintenir de composants nutritionnels, etc. Donc, c'est un avantage. Après, on va se poser la question, est-ce que ça ne vient pas d'avoir un impact sur les emballages? Et mon collègue Isabelle qui a déjà parlé des emballages et les risques aussi qu'on peut avoir avec les emballages. Si on pré-emballer un produit et on met dans un tonneau avec haute pression, on a un avantage parce qu'on ne va pas réemballer, donc on n'a pas un problème de décontamination, mais est-ce qu'on est capable aussi de maintenir les emballages intacts? Et on a fait beaucoup de travail dans les emballages biodégradables. Et oui, on a sélectionné des emballages qui restent vraiment intacts. Et aussi, on a fait des tests pour ELSA. Est-ce qu'il n'y a pas de petites particules qui entrent dans l'aliment, etc. On va faire tous ces tests qui sont bien prescrits. Et oui, on est arrivé. Et on a aussi mieux compris le comportement de ces aliments, de ces emballages. Je ne vais pas plus en détail, mais donc on a essayé d'aller jusqu'à un produit qu'on peut mettre sur le marché, un produit emballé. Dans ce cas, la prochaine question aussi, une question autour de la qualité et autour de la durabilité. On a fait des analyses de cycle de vie. Au début, on pense, mais si on va mettre cette haute pression, ça a un coût énergétique qui est phénoménal, etc. Mais non. En fait, la durée est si courte. Et si on développe bien nos procédés, ça reste presque le même avec un traitement haute température pendant 20 minutes. Donc on n'a pas perdu. La chose qui vraiment nous aide dans ce cas est le fait qu'on va une fois emballer un produit avant un traitement et pas deux fois réemballer. Donc en termes de durabilité, on gagne. C'est pas trop, mais c'est aussi pas moins. Et si on a déjà gagné en termes de qualité nutritionnelle, c'est pas mauvais.
Je voudrais venir presque à la fin de mon expo aussi, vu le temps. On a recherché ce cas en détail, on a recherché un deuxième cas autour des champs électriques. Et là, bien sûr, on doit être très alerte. Qu'est-ce que les consommateurs pensent ici? Ils ont déjà des problèmes avec l'irradiation. Dans les États-Unis, c'est très, très normal pour les hamburgers, mais ici, on ne fait pas. Donc, qu'est-ce que c'est, quelles sont les perceptions de consommateurs? J'ai dit 2 mots dans la diapo suivante, mais ces technologies, vraiment, je voudrais vraiment souligner, méritent une attention particulière pour l'avenir. Et pourquoi? Si on reprend un sport et on a utilisé la température pour inactiver un sport, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Dans quelle manière ce sport est inactivé? Qu'est-ce que c'est la première étape qui va déstabiliser le métabolisme d'un sport? En fait, le premier mécanisme est en fait le protéine qui est dans la membrane qui est déstabilisée. Et dans cette protéine, on a un pont entre deux atomes de sulfure. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir cette pont et après ça déstabiliser? Si on est capable de faire ça. Mais qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça? On a besoin de quelques électronvolts. C'est presque rien, c'est 2,6 électronvolts pour ouvrir ce pont. Et dans quelle manière on pourrait faire ça? Et là, et c'est pour ça à Poitiers et aussi notre labo et d'autres Leibniz à côté de Berlin, commencent à s'intéresser à des plasmas. Parce que dans un plasma, on peut exciter des molécules dans une manière très spécifique et donner une énergie. Si on prend hélium, dans le spectre d'hélium, il y a des états excités qui correspondent exactement à l'énergie qui est nécessaire pour déstabiliser une pompe dans une molécule. Ça, je voudrais aussi dire, c'est très simplifié dit, parce que si le protéine est vraiment dans un tissu, etc., donc il y a beaucoup de recherches nécessaires. Mais en principe, on a une technologie qui pourrait nous vraiment aider dans l'avenir. Et qu'est-ce que c'est l'énergie qui est nécessaire pour créer ce plasma? Ça, c'est vraiment 10 fois moins ou plus que les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Donc pour l'avenir, je pense que là, on a un vrai domaine de recherche. D'autres qui utilisent ça déjà dans une manière un peu différente pour désinfecter des surfaces et il y a des petits équipements qui sont développés. D'autres qui utilisent ça pour cuisiner. Et le restaurant avec quelques stars de Michelin ont testé cet équipement et ils se sont dit, ah voilà, ça c'est notre avenir. Mais bien sûr, il y a un consommateur, et c'est vous, c'est moi, qui aussi dit, ah, on va être alerte parce que c'est électrique, est-ce qu'on apprécie ça, est-ce qu'on ne va pas évoquer d'autres réactions qui sont négatives, etc. Donc on a un travail à faire. En moyenne, les consommateurs autour de ces technologies émergentes sont un peu mitigés. Il y a des personnes qui sont très favorables, d'autres qui sont plus résistantes. Et c'est pour des arguments qui sont donnés là-bas. Et on a tous une autre perception aussi de la vie. Probablement dans la figure à droite que j'ai reçue de collègues de Luc en Europe, quelqu'un d'entre vous voit possiblement 5 personnes, d'autres 2, etc. On a tous une autre perception sur le monde, donc on doit vraiment prendre ça en compte comme technologiste. Mais ça, on a appris aussi pendant les années passées. Je voudrais résumer cette présentation pour rester proche du caractère fait de produit. La nature a nous donné d'autres moyens pour explorer, qui sont, je pense, très très utilisables dans l'avenir. Est-ce qu'on parle dans ce cas de ultra transformé? Je pense que le mot n'a pas de sens. Ultra formulisé, ça c'est oui. Mais est-ce que c'est ultra transformé? Haute pression, oui. C'est quelque chose qui pourrait donner un peu peur, mais qui est, pour un produit, relativement doux. Contre-intuitif, donc on a ces technologies qu'on peut exploiter aussi quand ils semblent être extrêmes. Ils sont applicables aussi pour des produits qu'on préfère à manger, des produits prêts à consommer. Et là, il n'y a pas trop d'autres options, sauf d'utiliser de conservateurs.
jusqu'au bout. Donc je pense que ces technologies ont là surtout un grand champ d'application. Et qui sont, et ça je pense bien s'il y a des artisans entre vous, ils sont applicables à plus petite échelle. Ça c'est une des avantages par exemple d'un champ électrique. Si on voudrait utiliser ça aux grandes échelles, on a de grands problèmes. On va créer des générateurs avec une énergie qui est phénoménale. C'est des technologies qu'on peut mieux appliquer aux petites échelles. Donc ça donne possiblement des possibilités aux PME. Le procédé, ils sont vraiment ciblés ou pas. J'ai essayé de montrer ça avec l'exemple des inactivations de spores, donc avec cette ouverture de fond de sulfure. Est-ce qu'ils sont applicables, comme j'ai dit? Est-ce qu'ils pourraient donner aussi une valeur locale? Ça sera très bien une de priorité pour cette région, nouvelle région, et bien sûr de voir des approches territorialisées. Je pense que cette technologie entre bien dedans. Et est-ce que les consommateurs sont convaincus? On va voir si la qualité est bonne. J'ai compris, on a au moins de chances. Je voudrais vous remercier vivement et j'attends des questions. Je ne vais pas tester tous ces systèmes avec vous tous directement. On va faire ça dans le labo. Merci.